Samedi 11 avril 2026, 10h25. Enregistrement du podcast prévu dans moins de 5 heures. Il serait peut-être temps de faire ton édito, tu crois pas, Bastien ? Bah oui, évidemment que je vais le faire, hein. Je vais pas vous laisser en plan. Et puis, si rendre tous mes devoirs maison au dernier moment m'a appris quelque chose, c'est que je travaille mieux sous pression. Preuve en est avec mes 3 terminales. Allez, on souffle fort, on respire, on est parti pour l'édito qui ne voulait pas sortir. Et pour ça, je suis obligé de vous contextualiser un peu pourquoi je suis autant à l'arrache cette semaine. Samedi dernier, Guillaume me demande ce qu'on fait comme film pour les prochains épisodes. C'est vous dire à quel point on est organisé en ce moment. On a un planning normalement, hein, je me trompe pas ? Bon. Je lui fais plusieurs propositions à la manière de qui veut gagner des millions et évidemment il choisit le film qui me tentait le moins à faire en épisode. Une bataille après l'autre. C'est ton dernier mot, Guillaume ? C'est mon dernier mot. Vraiment ? T'es sûr ? Putain, pourtant la bonne réponse était évidemment Sinners. Ah, quel dommage, Bastien. Bon, allez, c'est pas grave. Comme à mon habitude, je capitule directement et m'assois sur le film qui m'aurait le plus plu. C'est comme ça après tout. Faut vraiment que je parle à ma psy de ce problème d'affirmation. En choisissant ce film, Guillaume avait donc scellé mon destin. Je devais le préparer, je n'avais plus le choix. J'ai regardé le film le lundi. Il me restait donc 5 jours pour préparer l'épisode. Je me suis dit, je donnerai tout le vendredi. 24 heures, c'est plus que suffisant pour tout préparer. Hein, n'est-ce pas ? Eh ben pas du tout. Mon vendredi fut finalement consacré à de la découpe de matériaux et de déroulage de laine de verre. Merci beau papa. En 5 jours, je n'avais finalement réussi à faire que l'intro de mon intro. Oui, normalement je finis toujours par l'édito, parce que le reste de ma préparation, les infos sur le film, le résumé, mon avis, tout ça c'est relativement facile. Surtout avec ChatGPT qui vérifie les infos et m'aide dans l'organisation de mes idées. Enfin, ça c'est ce qui se passe normalement. Mais pas là, bien sûr que non. J'étais lancé sur mon intro, tout se passait bien, je demande à Chat s'il avait des infos ou des anecdotes sur le tournage du film. Il me sort que non, il n'y a pas de film de Paul Thomas Anderson qui s'appelle comme ça. Tu penses sûrement à 1917 ou tu ne tueras point. Aucun rapport, mais d'accord, j'accueille cette déconvenue avec compassion envers cette IA en perpétuel apprentissage. Je lui explique donc que si, il y a bien un film de Paul Thomas Anderson qui s'appelle comme ça et qu'il a même remporté 6 Oscars cette année. Même avec ces précisions, mon allié de toujours reste dans le déni et va même jusqu'à me dire que je pars en freestyle et que j'essaye de lui faire une blague. Waouh ! Chat, j'ai pas le temps pour tes bêtises. Tu me fais quoi là ? Vous imaginez ? J'ai été obligé de lui sortir les infos Wikipédia du film. Ne vous inquiétez pas, vous les aurez après le générique. Et même lui envoyer l'affiche du film pour qu'il daigne accepter sa défaite. Et le plus triste dans tout ça, c'est que j'étais trop fier de moi de l'avoir battu à son propre jeu. Juste après, cet escroc me sort plein d'infos sans queue ni tête et reconnaît qu'il a brodé et imaginé tout ça pour se trouver une contenance. C'est à la fois flippant et rigolo. Du coup, devant tant de professionnalisme de la part de mon meilleur ami virtuel, j'en suis revenu aux bonnes vieilles méthodes de recherche et tout s'est beaucoup mieux passé. Parce que le pire, c'est que j'avais quand même envie de le voir ce film, sinon je l'aurais pas proposé. Et vous vous demandez sans doute ce que j'en ai pensé. Écoutez, tout ce que je viens de vous dire sur ma galère à faire l'édito, mes soucis avec ChatGPT, s'ils sont bien réels, ne sont que des excuses. Parce que la vérité, c'est que j'ai repoussé cet édito. J'ai repoussé la préparation de cet épisode parce que j'ai été super déçu du film, je vais être très clair. Malgré un casting extra et une histoire complètement d'actualité, malgré une photographie impeccable et une mise en scène toujours plus vivante, je me suis profondément ennuyé. Vraiment, après le film, je me demandais même si ça valait le coup d'en faire un épisode. J'ai évidemment pas passé un mauvais moment, mais vraiment, je suis resté perplexe et sur ma faim. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi dans ce film et ça m'a suivi tout le long du visionnage. Même Leonardo DiCaprio n'a pas réussi à me faire vibrer. Je ne sais pas si ce sont les personnages, l'absurdité de certaines situations qui m'ont laissé complètement pantois ou si c'est simplement le fait que j'étais trop fatigué pour recevoir la proposition du film. Mais vraiment, ce fut une très très grande déception. Et je vais pas faire l'ancien à dire que je connais beaucoup ce réalisateur, c'est seulement le 3e film que je vois de lui. Non, vraiment, il y a quelque chose qui cloche ici et je compte sur Guillaume pour éclaircir tout ça. Bon, samedi 11 avril 2026, 13h15, ça fait 1 heure que je ne fais que retaper mon édito, là j'ai tout donné, je ne ferai pas mieux, seulement pire, alors je préfère m'arrêter et me concentrer sur ce qui est à venir dans cet épisode. Il me reste encore beaucoup de choses à préparer, mais normalement tout sera réglé quand vous entendrez ces mots, alors à tout de suite les amis, je vous laisse avec le générique. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu
me veux, je suis là. Bonjour tout le monde, bonjour Guillaume, comment vas-tu ? Bonjour à tous, ça va et toi ? J'ai plus beaucoup de voix, j'ai essayé de le cacher tant bien que mal pendant l'édito, mais ça va. Eh ben moi non plus, ça va être sympa. Ça va être génial, on va bien s'amuser. Quel édito, quel enfer, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu n'as pas choisi comme film choix que je t'avais laissé ? Je vais quand même préciser parce que j'étais persuadé que c'était celui que tu voulais le plus faire et tu m'as pas du tout dit. Bah non. Ah, j'aurais préféré Sinners. Non, sinon pas j'aurais pas été. J'aurais complètement préféré Sinners, mais comme je l'ai dit dans l'édito, je me suis aplati, voilà, comme d'habitude. Ah non, mais en plus pour le coup, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit Sinners quoi. J'avais aucun problème à voir. C'est pas grave. Sinners, on le fera sans doute une autre fois parce que je pense qu'il y a quand même quelques petites choses à dire, mais c'est pas grave. Bienvenue à toutes et à tous dans ce retour de TTPQ. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler d'une bataille après l'autre. One battle after another. Sorti, c'est ridicule cet accent. Ouais. Sorti le 24 septembre 2025 chez nous. Il a pris sa respiration et tout avant, on l'avait pas vu. Hein. C'était vraiment un discours. 24 septembre 2025 chez nous, donc, et le 26 septembre aux États-Unis. Allez, on se reconcentre. Réalisé donc par Paul Thomas Anderson, PTA pour les intimes, adapté du roman Vineland de Thomas Pynchon, je sais pas trop comment ça se prononce. Alors avant de parler un peu plus de PTA, je vais faire comme ça parce que Paul Thomas Anderson c'est très très long. Je me permets une petite quand même digression sur Thomas Pynchon. On va dire Pynchon, c'est plus rigolo. Grande figure donc du post-modernisme outre-Atlantique, un courant né dans les années 50-60, donc post-Seconde Guerre mondiale, apparition de la guerre froide, nouvelles technologies, tout ça. Et en gros, c'est un mouvement qui cherche à montrer que le monde n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, en mettant en avant donc sa complexité au travers d'œuvres non linéaires. Voilà. Je ne vais pas faire un cours sur le post-modernisme, parce que c'est quand même extrêmement vaste, comme tout mouvement stylistique. Pour ce qui est de Pynchon, on dit souvent qu'il incarne très bien ce mouvement, car les intrigues de ses romans sont très éclatées. Le roman en lui-même est toujours ultra référencé. Il y a un humour absurde, présence de beaucoup de paranoïa, et une absence de vérité claire. En gros, le sens existe mais n'est jamais donné entièrement. CF, son plus gros succès, l'arc-en-ciel de la gravité. Voilà. Donc du coup, pourquoi je parle de ça ? Parce que à part pour me la péter, il y a quand même pas complètement beaucoup de raisons, mais je vais quand même vous le dire. Parce que ce type de roman, et particulièrement donc ceux de Pynchon, c'est souvent considéré comme inadaptable au cinéma. Quand je me suis un peu renseigné sur le sujet, ça m'a un peu fait penser à Boris Vian et le film qui avait été adapté par Michel Gondry, dont j'ai oublié le nom. Moi aussi. Mais c'est pas grave, c'était avec Omar Sy et Romain Duris. Voilà. On va le retrouver, ça va revenir. Je vais retrouver. Je cherche, je vais trouver. Vas-y. Donc c'est souvent considéré donc, comme inadaptable, comme je disais, au cinéma, et de tous les romans de Pynchon, PTA, il en a adapté 2, puisqu'avant Une bataille après l'autre. L'écume des jours, merci. Merci à tous. Merci Guillaume. Merci Google, puisqu'avant Une bataille après l'autre, le réalisateur avait déjà fait Inherent Vice en 2014, avec un Joaquin Phoenix en grande forme. Alors l'acteur, pas son personnage dans le film, mais ça, il n'y a que ceux qui l'ont vu qui peuvent le comprendre. C'était donc l'adaptation déjà du roman Vice caché de Thomas Pynchon. Ça va pas y arriver avec ce nom. T'inquiète, c'est bientôt fini. Donc je vous invite à vous renseigner sur cet auteur et sur le postmodernisme. Je trouve que c'est super intéressant. Et puis le mec est ultra reclus et très secret sur sa vie privée. Il y a quasiment aucune photo de lui qui n'existe. C'est un personnage très atypique, peut-être aussi atypique que les personnages de ses romans, même à notre époque, et je dirais presque surtout à notre époque. Donc voilà, n'hésitez pas. Du coup, Paul Thomas Anderson, un des meilleurs réalisateurs de sa génération, tout simplement, très porté sur cette façon très éclatée donc, de raconter des récits. Un réal qui fait vraiment des films de personnages, qui a un style vraiment reconnaissable, il utilise beaucoup de plans séquences, sa caméra est toujours en mouvement. Pourtant, son style a quand même beaucoup évolué. En 10 films réalisés, Une bataille après l'autre, c'est son 10e. Et si ce sont bien les récits choraux qui l'ont fait connaître, il a été capable de faire des films beaucoup plus épurés, beaucoup plus sombres, et puis même plus récemment des films beaucoup plus libres et, on peut le voir, plus étranges. La faute au roman qu'il adapte pour ce côté-là. On le connaît donc pour Magnolia en 99, There Will Be Blood en 2007, The Master en 2012, Inherent Vice en 2014, donc, ou encore Licorice Pizza en 2021, et Une bataille après l'autre en 2025, comme je disais. PTA, Paul Thomas Anderson, c'est aussi un homme loyal puisqu'il aime bien travailler avec les mêmes personnes. Pardon pour le micro. Oui, parce que Guillaume me fait des signes, j'en parle près du micro, arrête de t'étirer, t'es quand même en train de bosser là. Il a raison. Donc, bref, je me reconcentre, j'ai un peu de mal là. En effet, il aime bien travailler avec les mêmes personnes. Il retrouve le compositeur pour Une bataille après l'autre, Johnny Greenwood, membre du groupe de musique Radiohead, et dont c'est la 6e collaboration avec Paul Thomas Anderson.
Le budget de... Excusez-moi, je rigole parce que pour prendre mes notes, pour éviter de mettre une bataille après l'autre tout le temps en continu, j'ai écrit Hubala. Donc Hubala. du coup, le projet d'Hubala Du bala. est situé un entre... vieil acronyme de l'administration. Vraiment, ouais, c'est terrifiant. Est situé entre 130 et 175 millions de dollars. C'est le film le plus cher de Paul Thomas Anderson. Ah ouais? Ouais, absolument. Et en termes de box-office, on serait plutôt aux alentours de 204,5 millions. C'est le chiffre que j'ai trouvé. C'est pour ça que j'utilise le conditionnel, parce que j'en ai pas trouvé de sûr. Ce qui est certain en revanche, c'est que le film ne fait pas un carton incroyable en termes de chiffres. Alors effectivement, il rentabilise bien son budget initial, mais c'est quelque chose d'assez récurrent chez Paul Thomas Anderson. Les critiques, elles sont toujours plus que favorables. Mais les chiffres, s'ils sont plus souvent, ils arrivent à rentabiliser un peu les budgets, c'est jamais de très très gros succès commerciaux. Ok. Licorice Pizza d'ailleurs n'a même pas rentabilisé son budget, si je dis pas de bêtises. Effectivement, There Will Be Blood et Une bataille après l'autre ont quand même bien géré de ce côté-là. Côté récompense, pardon, le film était nommé 13 fois aux Oscars cette année, presque autant que Sinners, qui en avait 16. Voilà, hein. On aurait peut-être dû faire Sinners d'ailleurs, merci Guillaume. Voilà. Sur les 13 catégories, le film repartira avec pas moins de 6 statuettes, je l'ai dit dans l'édito. Meilleur casting, meilleur montage, meilleur scénario adapté, meilleur acteur dans un second rôle pour Sean Penn. Fun fact, avec cet Oscar, Sean Penn devient l'une des 8 personnalités à avoir remporté 3 Oscars, puisqu'il aura remporté 2 fois l'Oscar du meilleur acteur et une fois donc celui du meilleur acteur dans un second rôle. Comme Frances McDormand. Absolument, Voilà. et je crois aussi comme, comment s'appelle-t-il, Jack Nicholson, si je dis pas de conneries. Je crois aussi, ouais. Quel plaisir donc... Quel plaisir donc, je me perds dans mes Quel notes. plaisir donc Je mets de et oui, retrouver, pardon, évidemment. donc, un plaisir aussi pour Paul Thomas Anderson, puisque les 2 dernières statuettes sont les plus importantes de la cérémonie, puisqu'il repart avec le meilleur réalisateur et le meilleur film. Et c'est la première fois qu'il remporte des Oscars après pas moins de 14 nominations au fil de sa carrière. C'est quand même assez Ah dingue. ouais? Bon, je pense qu'ils l'ont donné pour dire bon allez c'est bon, cette fois c'est la bonne, hein, de la même manière que DiCaprio avait eu son Oscar pour The Revenant. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça nous rappelle quelqu'un qui a gagné un Oscar sur clairement pas son meilleur film. Mais enfin bon, c'est un autre débat. Faudra qu'on le fasse The Revenant, ça pourrait être intéressant, je pense. Ça Faut t'obligera à le le revoir. Du coup, côté casting, Leonardo DiCaprio, évidemment. Oui, Ai-je vraiment besoin de le présenter, hein? Non. Est-ce qu'on a déjà fait un film avec lui dans le podcast? Ben non, Pas sûr. je pense C'est pas le qu'on premier. commence par le meilleur, mais effectivement, premier. je crois pas qu'on ait fait de film avec lui encore. Bon, bah, comme d'habitude, pour les acteurs les plus connus et reconnus, hein, on va quand même se faire un petit best-of version Bastien. Titanic, L'homme au masque de fer, La plage, Gangs of New York et même toutes ses collaborations avec Scorsese, plus globalement. Arrête-moi si tu peux, Blood Diamond, Django Unchained, The Revenant. Bref, si vous le connaissez pas, faut sortir le dimanche après la messe déjà. Et surtout, vous le connaissez peut-être plus pour ses conquêtes amoureuses et le débat autour de la différence d'âge que ça crée. Mais cela ne nous regarde pas. Voilà, bref. Sean Penn maintenant, acteur très très prolifique, à la personnalité très très marquée également. Vous avez pu le voir dans des films comme Outrage, aux côtés de Michael J. Fox, L'Impasse de Brian De Palma. Oui, c'est vrai. Si vous êtes aficionados de notre podcast, et je sais que vous l'êtes, vous l'avez évidemment vu dans le film The Game, dont nous avons parlé en saison 1. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, mon ami. Mystic River ou encore Harvey Milk, qu'il réalise également en 2009. Il a aussi joué dans Gangster Squad ou La vie rêvée de Walter Mitty, et je l'ai dit, le gars est aussi réalisateur, et avant Harvey Milk, il avait réalisé plusieurs films, notamment Into the Wild en 2007, que je ne saurais que trop vous conseiller. Bref, quasiment 50 ans de carrière bientôt, c'est un peu difficile de tout citer ou au contraire de faire un tri. C'est clair. Et c'est ce qui s'est passé pour le prochain membre du casting dont je vais parler, Benicio del Toro, puisque comme Sean Penn, sa carrière a commencé dans les années 80, donc on va essayer de faire un petit tri. Si vous aimez James Bond, il joue l'homme de main de l'antagoniste du 16e opus de la saga Permis de tuer. Pareil, si vous nous écoutez, on a un peu parlé de l'acteur dans le film lors de notre épisode sur le film Usual Suspect. Mais tout à fait. Quelle première saison quand même, c'est terrible. Et on en a parlé pour un autre film, malheureusement. Je crois qu'il joue dans un petit film pas terrible qui s'appelle Star Wars 8, notre ami. J'allais y arriver. Excuse-moi. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais oui, c'est vrai, on en a parlé pour Star Wars 8. Il a également joué aux côtés de Johnny Depp dans Las Vegas Parano, dans Snatch, Traffic, Sin City. Il a incarné Che Guevara dans le biopic en 2 parties sorti en 2008. Et il apparaît plus récemment dans le MCU, puisque c'est lui qui incarne le personnage du collectionneur, vous savez, le gars qui a Howard le canard dans une cage. Obligé de mentionner son rôle, et là c'est la petite dédicace pour les plus anciens qui me connaissent,
obligé de mentionner son rôle dans l'excellent Sicario de Denis Villeneuve. Sicario, voilà, ça c'est une petite dédicace à notre ami Emric. Il y a une private joke. Et la private joke, elle concerne notre ancien projet de critique ciné que j'avais avec Emric. Ouais. On a diffusé 2 épisodes sur YouTube, Pulp Critique ou Le Coin Débat, vous devriez nous retrouver. On l'aperçoit également, donc tu l'as dit, dans Star Wars 8, dont nous avons également parlé. On est vraiment trop bon, je trouve. Voilà. Je me marre parce que du coup, je regarde ce film en même temps. Il a quand même joué malheureusement dans le film Dora et La Cité perdue. J'ai fait exprès de ne pas le noter celui-là parce que vraiment ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je savais même pas qu'il y avait eu un film Dora, je me rappelais même pas. Mais je crois que c'est un film un peu en mode action et compagnie. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse dans le podcast? Franchement, je pense que ça pourrait être un vrai truc rigolo en vrai. Je sais plus qui joue Dora en plus, mais l'actrice. Je crois que t'as comment ça s'appelle? Tu dois avoir Eva Mendes qui joue la maman de Dora ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est possible. C'est pas Michael Bay qui réalise ça? Il y a Eva Longoria au casting. Non, c'est Eva Longoria, je l'appelle. Isabella Moner. Il y a du monde. Non, c'est James Bobbin qui l'a réalisé. Pourquoi j'ai l'impression que... je crois que j'avais dû voir une parodie en mode le film, il y a des explosions un peu à la Michael Bay, je sais plus, bref. Incroyable. Tu vois, je découvre ça, je connaissais pas. Bon, écoutez, vous avez un des prochains films qu'on fera pour fêter la fin de la saison 2 peut-être. On verra bien. Quand on sera vraiment au bout. C'est ça, au bout du gouffre, au fond du bac. Bref, Guillermo del Toro, non, mauvais del Toro, Bastien. Benicio del Toro, donc un peu difficile encore de résumer une carrière aussi longue. Ça va être un peu plus simple avec les 3 prochaines actrices, en l'occurrence, du film, puisqu'on a Teyana Taylor qui incarne ici le personnage de Perfidia Beverly Hills. Je vais pas faire genre, je connaissais pas du tout cette artiste, et pour cause, elle est assez reconnue aux États-Unis pour sa carrière musicale plutôt que le cinéma, puisque niveau cinéma, elle a pas vraiment de films notables. Pourtant, elle a joué dans beaucoup de films. Bah ouais, mais tu vois bien qu'il y en a aucun qui sont vraiment... Oui, je suis d'accord. À part celui qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'elle a remporté le Golden Globe. Elle a quand même joué dans les 3 premiers Scary Movie. Les 4 premiers même, notamment ceux réalisés par David Zucker. C'est dommage. C'était bien tenté, voilà. Mais là tu es sur la page de Regina Hall et pas de Teyana Taylor. Pardon. Il a décidé de me niquer mon intro. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il m'a niqué mon épisode dès le début, puisque c'est les soucis du tournage. Mais il a commencé à enregistrer son truc, alors que moi je lui ai dit mais non, pas maintenant. Bref, c'était très rigolo. Petite private joke. Les coulisses des TTPQ. T'as raison. Elle a vraiment pas des films très marquants. Effectivement, là d'un coup, c'est pas. Je les connais moins. Et pourtant, j'essaye de parler fort pour le réveiller, mais là, c'est très très compliqué aujourd'hui. Donc, Chase Infinity est également présente au casting. Elle joue le rôle de Willa Ferguson dans le film. Actrice, pareil, que je ne connaissais pas, mais bon, elle est assez jeune. Avant de vérifier sa carrière, j'ai quand même vu une anecdote sur son prénom et nom de famille. Donc, elle s'appelle Chase Infinity. Et c'est absolument fou, parce qu'elle a été nommée Chase Infinity. Regarde pas, te spoil pas. Elle a été nommée Chase Infinity en référence à 2 choses. D'une part, au personnage de Nicole Kidman dans Batman Forever, le docteur Chase Meridian. Bien sûr, ouais. Et Infinity pour la phrase de Buzz l'éclair, To Infinity and Beyond. Ok, voilà, je trouve ça absolument incroyable comme anecdote. Pareil, Batman Forever, on l'a fait dans la première saison. On a fait Toy Story 4 il y a pas longtemps. N'hésitez pas, écoutez, on est bien, on est heureux. Niveau cinéma, on a pu la voir donc dans excusez-moi, Une bataille après l'autre. Mais c'est aussi à la TV qu'elle se forme. Elle a joué dans Présumé Innocent en 2024 et cette année, elle joue dans The Testaments sur Disney+, la suite de la série The Handmaid's Tale. Okay. Et enfin, pour finir, mes points casting sont toujours plus longs les uns que les autres. Regina Hall incarne Deandra. Mais on l'a vu dans quoi, Regina Hall, Guillaume? On l'a vu dans les Scary Movie. Mais oui, c'est ça. C'est Brenda dans les 4 premiers films Scary Movie. Et elle revient d'ailleurs reprendre ce rôle dans le nouveau film qui sort en juin. Et vu que tu m'as niqué ce passage, t'auras pas le choix, on fera l'épisode dessus. Et tu sais quoi, on peut même faire un épisode sur Dora et le nouveau Scary Movie. Wow. En un seul épisode. Oh putain. On est chaud, là, on est chaud. Bon. Évidemment, on est très loin de ses performances dans les Scary Movie, puisque là, je trouve qu'elle arrive à donner même si c'est un second rôle, à donner une épaisseur à son personnage. Enfin bon. Je suis d'accord. Je suis content parce que là, je vais pouvoir faire une pause dans les paroles. Je suis un peu fatigué, moi aussi. Il n'y a plus de voix, ça y est. Surtout que ça fait 2 semaines que je te fais que tousser, mec. C'est terrifiant. Guillaume, pourquoi on a choisi ce film? Non, mais en plus, vraiment, moi, tu m'as proposé plusieurs films et de mémoire, je crois que c'est le premier qui était dans la liste de ceux que tu m'as proposé. Et comme beaucoup de monde en parle et que je l'avais pas vu et que j'avais envie de le voir, je me suis dit, ok, mais je répète, j'aurais bien fait Sinners parce que je l'ai pas vu non plus, donc c'était l'occasion de les voir. On le fera, t'inquiète pas. Mais bon, c'est aussi bien de parler des films qui ont eu un certain succès. Il a quand même remporté 6 Oscars, c'est pas anodin. Donc voilà pourquoi on l'a choisi. Moi je l'avais pas vu du tout au cinéma ce film là, j'avais hésité à aller le voir
mais je m'étais dit que voilà, ça me tentait pas suffisamment pour aller le voir au ciné. Et le seul jour où j'ai voulu y aller, j'avais pas trouvé de séance qui collait avec les horaires que j'avais, donc du coup je l'ai vu là ce matin. Et écoute, je suis assez partagé parce qu'en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me souvenais plus des bandes annonces, mais moi j'ai passé plutôt un bon moment. Je trouve que le film il a des qualités assez importantes et surtout c'est un film qui est pas très commun. Moi c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire que on n'est pas dans un schéma classique et je trouve que le film fait des trucs ou ne fait pas certains trucs que tu imagines qu'il va faire. Ça, je te rejoins complètement. Ça, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que du coup, t'es parfois un peu désorienté par le film. Tu te dis, mais attends, mais là, en fait, on va pas du tout dans la direction que j'imaginais. Et voilà. Et t'as dit un truc qui me surprend, moi, dans ton édito, c'est que tu t'es ennuyé. Moi, pour le coup, pas du tout. J'ai trouvé que le film, au contraire, c'était sa qualité première. C'est qu'il y a beaucoup de sous-intrigues. Et du coup, je trouve qu'il y a un bon rythme. C'est pas effréné. Comme parfois ça peut l'être, mais je trouve que ça s'enchaîne assez bien et que ça génère justement un espèce de dynamisme. En plus, je trouve que le montage est vraiment réussi. Parfois, on l'a critiqué sur certains films quand le montage est pas bon. Là, c'est pas le cas. Je trouve que c'est très bien monté. Tu l'as dit, visuellement, c'est très très réussi. La musique est assez intéressante. Pas tout le temps, mais il y a des moments, c'est vraiment pas mal. Même si c'est pas la BO du siècle, il y a des passages qui fonctionnent très bien. Et non, moi j'ai bien aimé ce truc, cette espèce de vengeance qui s'étale sur très longtemps, parce que quand même, on va parler à un moment des personnages, mais le mec qui leur court après, ça s'étale sur 16 ans, je crois, ou l'histoire. C'est ça, absolument. C'est 16 ans après la deuxième partie. Et je trouve que c'est quand même que c'est intéressant la manière dont c'est fait, de vraiment le mec il lâche pas l'affaire, quoi. Et je trouve que le personnage de DiCaprio, il est très intéressant, il est drôle parce qu'il est vraiment à côté de la plaque une bonne partie du film. Moi je me suis vraiment marré contre lui, c'est-à-dire à des moments je me dis putain mais mec t'es vraiment à côté de tes pompes, quoi. Alors qu'au début du film il fait partie de ce groupe, donc il est quand même bien organisé. On sent qu'il est un petit peu plus roots que les autres, mais il a quand même un côté voilà, il est là. Et la deuxième partie du film, il est complètement il a lâché la rampe, quoi. Et moi j'ai bien aimé cette évolution, j'ai bien aimé voir DiCaprio dans ce style de rôle là, parce que je trouve que c'est pas trop un style de rôle dans lequel on a l'habitude de le voir. DiCaprio il joue quand même souvent les mecs, on va pas dire les super-héros gentils, mais il y a quand même un peu ce truc là dans ce film là, du coup il est quand même plutôt du bon côté, mais en même temps il est à la ramasse. Moi j'ai bien aimé ce truc là. Et puis t'en as parlé, mais moi je trouve que le casting il est excellent, et notamment la comédienne dont t'as parlé qui joue sa compagne dans la première partie du film, parce qu'on la voit pas beaucoup finalement. Je trouve qu'elle joue vraiment bien, je trouve son personnage il est vraiment vraiment intéressant. Et voilà, donc moi j'ai passé franchement un bon moment, et je dirais pas que c'est le film du siècle. Alors j'avoue que j'ai vu assez peu de films qui étaient nommés aux Oscars, notamment Sinners, que j'ai pas vu. Je sais quand il y a eu les récompenses, il y a beaucoup de gens qui disaient que Sinners aurait dû au moins glaner un peu plus de récompenses par rapport à celui-ci. Donc j'ai pas le plan de comparaison. Je sais pas si toi tu l'as déjà vu, Sinners, j'imagine que oui. Je l'ai regardé il y a très récemment, peu avant les Oscars d'ailleurs. Mais du coup voilà, moi je trouve que c'est une bonne proposition et que c'est un film qui est un peu original, contrairement à pas mal de films ces dernières années qui sont très génériques. Je trouve qu'il a au moins cet avantage et cette qualité d'avoir un chemin un peu différent, quoi. Et toi du coup un peu déçu? Ah bah très 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 déçu. Moi alors effectivement tu l'as dit, c'est un film qui nous tentait quand même depuis un certain temps. Et puis le fait qu'il ait été oscarisé, le casting très très fort, hein, c'est pas si souvent que Paul Thomas Anderson fait des films avec un casting aussi 5 étoiles. Alors tout repose quand même sur la présence et de Leonardo DiCaprio et de Sean Penn en termes de casting 4 étoiles, mais tout le reste fonctionne super bien. Moi j'ai quand même beaucoup préféré le jeu de l'actrice qui joue Willa, qui joue la fille, Jayce Infinity, et c'est pas que à cause de l'anecdote de son nom. Non, elle joue très très bien, c'est vrai. Elle joue vraiment super bien, je trouve. Mais je sais pas, je m'attendais à beaucoup plus aimer le film, surtout quand j'ai vu que c'était l'adaptation d'un des romans de Pichon. Moi je pensais qu'on allait être et on l'a, d'une certaine manière on l'a rejoint un peu sur une vibe un peu plus à la Inherent Vice que j'ai vu et que vraiment j'ai préféré mais 1000 fois. D'accord. Et au final, ouais, j'ai été déçu. Le cast est super, mais je trouve qu'on croit pas à l'histoire qui nous est racontée. Moi, j'y ai pas cru une seule seconde. En fait, les personnages sont tous très atypiques, mais en même temps super communs.
Et du coup, moi, ça m'a gêné, ça a créé pour moi un déséquilibre avec les situations que les personnages vivent. Je trouve que DiCaprio est trop vieux pour son personnage. C'est ultra notable en ce qui me concerne dans la première partie du film, qui est entre guillemets 16 ans avant. C'est même pas entre guillemets, c'est 16 ans avant la deuxième partie. Et vraiment, quand il est censé paraître plus jeune par rapport à l'actrice qui joue Perfidia, franchement, ça m'a gêné, quoi. Vraiment. Alors, je suis d'accord là-dessus. La première partie, ils n'ont pas réussi à le rajeunir. Ah non, mais ils ont même pas cherché, j'ai l'impression. Enfin, il a les cheveux un peu longs, comme tu dis, un look un peu route, mais moi je trouve que ça marche pas du tout. Voilà, alors effectivement, après dans la deuxième partie, ça marche un peu mieux parce qu'il est plus dans son élément, etc. Mais il est plus en accord avec l'âge de son personnage, mais je trouve que la première partie vraiment ne fonctionne pas à ce niveau-là. Les personnages sont pas super bien écrits, moi je trouve, sauf vraiment à la limite les personnages féminins, tu vois. Et tant mieux, attention, c'est pas du tout une critique. Ce que je veux dire, c'est que du coup il y a un déséquilibre. Encore une fois, moi je trouve que déséquilibre, c'est peut-être le mot qui traduit le mieux le ressenti que j'ai eu pendant ce film-là. Pour moi, comme je disais, il y a que le personnage de Willa qui est réussi. Et évidemment quand même celui de Sean Penn, parce que même s'il en fait des caisses, je trouve que ça marche. Là pour le coup, c'est peut-être un peu paradoxal avec ce que je disais, mais son cabotinage fonctionne super bien. Mais je suis d'accord. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Concernant la musique, moi elle m'a pas plu du tout. Les notes de piano ou de clavier, je sais pas, ça ressemblait presque à un orgue à un moment donné. J'ai trouvé ça vraiment vraiment déplaisant. Par contre, j'ai beaucoup aimé le style visuel, comme je disais, la mise en scène elle est vraiment géniale. Mais j'ai aussi eu du mal à croire à l'histoire parce que le film, en fait, comme tu l'as dit, il n'y a pas de repères. Il y a très peu de repères et temporels et de lieux. Et du coup, tu vois, le roman date de 90, il se situe dans les années 60 et 80. Alors, le film retranscrit assez bien cette temporalité-là, je trouve, quand même. Mais particulièrement dans la deuxième partie, je trouve que la première partie du film, qui est censée se passer 16 ans avant, c'est impossible de la dater. Tu peux pas te dire... qu'elle est, moi en tout cas c'est mon ressenti, j'ai pas eu l'impression qu'on soit dans des années très éloignées entre guillemets, etc. Je dis pas, ils ont pris l'histoire du roman pour la transposer à notre époque, mais du coup je trouve qu'il y a un déséquilibre encore une fois. Et pareil, c'est ça, le déséquilibre entre ce qu'on nous raconte et ce qu'on nous montre. Et j'ai aussi trouvé, c'est pas mal, tu vois, utiliser des locations et des appellations fictives, c'est bien, parce que la ville dans laquelle ils sont, elle est fictive. Tout est fictif dans ce film, dans les lieux utilisés, etc. Mais je trouve que c'est malgré tout assez difficile de savoir où on se situe, quoi. Et moi, ça m'a gêné, ce manque de repères, parce que je trouve qu'à un moment donné, c'est quand même aussi important de pas perdre le spectateur. Alors, on est loin de se perdre comme dans un Dupieux, c'est pas absurde, c'est pas sans aucun repère du tout, on est d'accord. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a gêné. Je trouve qu'il comme je disais, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi. Je trouve qu'on se... C'est même pas qu'on se perd, c'est qu'en fait on sait pas où on va. Alors peut-être c'était voulu, peut-être que comme ça on est aussi perdu que les personnages, mais voilà. Après j'ai bien aimé la deuxième partie, j'ai bien aimé la première partie, mais voilà. Et concernant le rythme, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Je me suis ennuyé, mais le film ne m'a pas paru plus long qu'il ne l'est. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelques longueurs, parce que le film dure quand même 2h36, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas dit ça, je l'ai pas dit dans l'intro. Mais je trouve qu'il y a des moments donnés où tu peux couper certains trucs, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs atroces, quoi. Donc il m'a paru peut-être un peu plus long que prévu, en fait, finalement. Tant pour moi. Non, moi je suis d'accord avec toi sur un truc que tu as dit. Je trouve que le personnage de Sean Penn, ça fonctionne bien. Et en fait ça fonctionne parce que même s'il cabotine et qu'il est un peu caricatural, je pense qu'il est pas loin de la réalité de ce type de personne aux États-Unis. C'est-à-dire que clairement le film dénonce ça parle de l'ICE, ça parle de ce qui se passe actuellement. Mais tout à fait, il dénonce clairement l'extrême droite américaine, et je pense que il est un représentant assez réaliste de cette frange-là de la population américaine, en particulier, pas en particulier, mais c'est le cas de son personnage, mais c'est le cas d'autres, chez les forces de l'ordre américaines, dans le côté de l'armée américaine. Et je trouve que son personnage, du coup, c'est peut-être lui qui est le plus cohérent et le plus crédible du film. Là où les autres sont effectivement un peu roots, même leur organisation, tu te demandes un peu comment ils arrivent à faire autant de trucs sans jamais se faire choper, parce qu'ils mettent un temps fou à se faire choper quand même. On comprend que ça dure un certain temps. Moi, le seul point où vraiment, mais on va avoir l'occasion dans le déroulé d'en parler, moi je comprends pas pourquoi il y a une ellipse de 16 ans. C'est-à-dire, je comprends pas pourquoi, je trouve on nous explique pas et on nous justifie pas pourquoi d'un coup 16 ans après ils décident vraiment de se remettre à aller chercher, parce que
on te vend un peu le truc de il chope une nouvelle piste donc il y va, mais en fait tu dis mais ça aurait pu arriver bien avant. Pourquoi pendant 16 ans il a réussi à se cacher assez facilement? Alors on essaie de te le justifier en te disant qu'il a mis des leurres à tel et tel endroit pour pas qu'on le retrouve, mais bon t'es un peu en mode ouais, là d'un coup on passe de on a absolument aucune idée où il est et sa fille à on sait exactement où est sa baraque, quoi. Et je trouve que ça va un peu vite de ce point de vue là, et où effectivement là ça tient pas bien la route, mais en soi je pardonne quand même au film ce truc là, parce que encore une fois dans une logique d'avoir un film qui part un peu dans tous les sens et qui est un peu barré, parce que c'est quand même un film un peu barré, bah ça marche plutôt pas mal, quoi. Ouais, de mon point de vue en tout cas. Non, mais je comprends. Après, je suis pas trop. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est juste que je te rejoins pas sur le côté barré du film. Justement, moi, je trouve que la bande-annonce annonçait quelque chose de, encore une fois, de plus barré. Alors, je vais arrêter de comparer, promis, avec Inherent Vice, mais comme c'est l'adaptation une adaptation d'un roman du même auteur, Oui, etc. c'est légitime. Pour l'avoir vu, il y a une ambiance, il y a un style visuel qui est assez commun aux deux films. Okay. C'est pour ça que je me permets ça. Mais vraiment, je trouve que dans Inherent Vice, t'as vraiment ce côté barré. Alors, il est justifié parce qu'il y a la présence de le personnage principal est shooté H24. Ouais. Vraiment, donc ça permet un peu, c'est permissif à ce niveau-là, mais très honnêtement, je trouve pas le film barré, je trouve très terre à terre, moi, au final, une bataille après l'autre. Et c'est peut-être ça en fait qui m'a gêné aussi, tu vois. Okay. Parce que vraiment, je trouve que le film se permet pas justement ce côté barré. Il se refuse ça. Enfin bon, on va rentrer un peu dans le vif du film. Faisons. Avec le résumé détaillé, mais pas trop, version Bastien. On va essayer de faire bien parce que le film part quand même dans tous les sens. En termes d'intrigue seulement. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, le film nous raconte l'histoire de Ghetto Pat, incarné par Leonardo DiCaprio, et de Perfidia Beverly Hills, tous deux membres d'un groupe de révolutionnaires, les French 75. Ils font plusieurs actions d'éclat. Pat est spécialisé dans les explosifs et Perfidia, c'est la leader du groupe, en tout cas de la cellule locale de ce groupe-là. Le film commence lorsque le groupe libère un camp de migrants en ce qu'on imagine être la Californie ou le Nouveau-Mexique, hein, encore une fois on ne sait pas trop, et où alors j'ai raté une information, et où Perfidia en fait lors de la libération du camp en profite pour humilier donc le capitaine Stephen Lockjaw, incarné par Sean Penn. Alors dans une scène déroutante où elle lui demande de bander, d'avoir une érection en le menaçant d'une arme. Alors scène qui va servir à expliquer les futurs événements du film, hein, concernant le personnage de Lockjaw, puisque suite à ça, il va développer une fascination malsaine pour Perfidia, fascination dans la droite lignée de leur première rencontre, hein, puisqu'elle sera sexuelle. Dans le même temps, on apprend que Perfidia et Pat ont une relation amoureuse. Lockjaw, de son côté, lui, il va suivre Perfidia, mais ne l'arrête jamais dans toutes les actions qu'ils font, donc c'est-à-dire quand même poser des bombes à droite à gauche, etc., sur tous les endroits liés au capitalisme américain, et au puritanisme américain. Donc il la suit tout le temps, il l'arrête jamais, mais lors d'une des poses de bombes, il va quand même aller la trouver et lui faire un chantage sexuel. Chantage qui trouvera sa conclusion le soir même, hein, puisque Perfidia va le rejoindre dans une chambre d'hôtel et utilisera l'arme de Lockjaw pour le sodomiser. En tout cas, c'est ce qu'on a l'air de voir. Ouais, clairement. Pour le sodomiser avec son consentement et son contentement, en l'occurrence. Hein. Voilà, donc plus tard, Perfidia elle donne naissance à Charline, la fille qu'elle a avec Pat, mais Perfidia place son combat révolutionnaire avant son rôle de maman, et Pat se retrouve à s'occuper de leur fille seule. Et ça, tu vois, le côté qu'elle place ça avant son rôle de maman, j'ai trouvé que c'était une piste super intéressante sur le fait que les femmes aujourd'hui sont pas censées ou forcées plutôt d'être des mamans à temps plein, etc. Je suis d'accord. Et finalement, je le dis parce que je trouve que c'est balayé, c'est pas le sujet du film, et quoique ça peut être, je pense que c'est un sujet, c'est un des points du film quand même. C'est un des points du film, mais je trouve il va pas assez dedans. Moi j'aurais aimé qu'il mette ça plus au cœur de son film, mais finalement ça prend une place très lointaine. Bref, je reviens sur le film. Donc elle met son rôle de révolutionnaire, son combat révolutionnaire avant son rôle de maman, et Pat, Leonardo DiCaprio, se retrouve à s'occuper de leur fille seule. Lors d'une prise d'otage dans une banque, Perfidia va tuer un agent de la sécurité et se faire arrêter par Lockjaw, qui lui demande de donner tous ses alliés et de se placer sous la protection de témoins. Ce que Perfidia accepte à contre-cœur. Du coup, toute une partie des membres des French 75 locaux sont arrêtés ou tués, et Pat et Charline sont obligés d'aller se cacher et de changer d'identité. Ils deviennent alors Bob et Willa Ferguson.
Pendant ce temps, Perfidia s'enfuit de sa nouvelle maison et part vivre au Mexique. Et donc on arrive 16 années plus tard, où Bob et sa fille vivent à Bactan Cross, endroit fictif. Donc Bob est devenu toxicomane et a laissé derrière lui tout son passé révolutionnaire. C'est une loque pour le coup. C'est clair. Il est très protecteur envers sa fille malgré tout, qui elle est devenue adolescente. Elle va avoir son bal de lycée. De son côté, Lockjaw, il est toujours dans l'armée, il est devenu colonel et il est alors invité à rejoindre une sorte de KKK, une sorte de Ku Klux Klan du film, qui s'appelle par contre le Club des Aventuriers de Noël. Ça n'a aucun sens. J'imagine qu'il y a une rêve qu'on n'a pas là. Avec Saint-Nicolas et compagnie, je pense que c'est pour dire que les suprémacistes blancs sont souvent très chrétiens, etc. Et je pense que c'est peut-être pour mettre en avant justement le paradoxe de cette ambiance-là. C'est tout à fait possible. Ouais. Mais vraiment, ce groupuscule est terrifiant. Ouais, vraiment. Pour une espèce de réunion secrète dans un sous-sol et tout, il y a un côté. Ouais, il est pas terrifiant. Il est tourné, il est dérisoire en fait, presque on dirait, tu vois. Pas terrifiant. J'ai pas eu peur devant, mais terrifiant d'excès. C'est-à-dire que bien sûr. La thématique du truc, c'est c'est vraiment des suprémacistes absolus. Il faut éradiquer, pour reprendre leur terme. Oui, c'est et il faut nettoyer la population. Quoi. Alors, on est là-dedans, quoi. Absolument, c'est terrible. Cependant, lors des questions de base qui lui permettront à Lockjaw de rentrer ou pas dans ce club très fermé des aventuriers de Noël, il va mentir en disant qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle avec une femme noire. Et afin de garder ce secret, en fait, il va faire des recherches. Et il va découvrir que Perfidia était enceinte à un moment donné, et que c'est pour ça avant qu'elle se barre et compagnie. Et du coup, pour garder ce secret, il va envoyer un chasseur de primes traquer et capturer Howard Somerville. Donc lui, c'est l'ancien membre des French 75 qui avait donné leurs nouvelles identités à Pat et Charline. Tout à fait. Ce dernier n'a d'autre choix que de les vendre et Lockjaw part à leur recherche avec un commando sous couvert de drogue ou je sais pas quoi. Ouais, ils font croire qu'il y a une espèce de cartel, donc il arrive à mobiliser tout le monde. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il agit quand même toujours dans un cadre officiel, alors que lui, il a clairement une lutte qui ne l'est pas. Bien sûr. On sait pas qu'il fait partie de ce club, bien évidemment, et on connaît pas ses intentions. Oui, parce que c'est un club fermé qui existe, oui, mais tout à fait. C'est un truc autant le Ku Klux Klan, on savait que c'était pas très très secret, mais en même temps. Ouais, mais on savait pas qui en faisait partie. Il y a un peu c'est ça que je veux dire. Les gens savent que ça existe, mais on sait pas qui est dedans. Absolument. Donc du coup, il y va, mais le problème c'est qu'en capturant Howard, cela déclenche un appel d'alerte aux derniers membres actifs des French 75, notamment Deandra, qui va aller donc Regina Hall, Brenda dans Scary Movie, qui va aller récupérer Willa au lycée pour la protéger en l'emmenant dans un couvent. J'ai oublié le couvent, mais je crois qu'il a un nom abusif j'ai aussi. Je sais plus, bref. Qui est perdu au milieu de rien. Ouais, voilà, couvent, c'est ça. Il est dans le désert, quoi. Absolument. De son côté, notre défoncé Bob DiCaprio reçoit un appel pour le prévenir de la situation, mais étant défoncé depuis 16 ans, il n'a plus tellement de souvenirs des codes à transmettre pour avoir le lieu de rendez-vous. Il arrive quand même à s'enfuir de chez lui au moment où Lockjaw et compagnie arrivent. Et c'est une course contre la montre qui commence avec d'un côté Bob qui veut retrouver sa fille au point de rendez-vous dont il ne connaît pas les coordonnées, avec l'aide du professeur de karaté de sa fille, Sergio, donc Benicio del Toro. Sergio qui lui en même temps fait s'échapper des dizaines de migrants sans papier. Et d'un autre côté nous avons Lockjaw qui traque Willa, et justement Willa et Deandra qui essaient d'aller se cacher le plus vite possible au couvent. Mais dans le même temps, nos suprémacistes de Noël découvrent la liaison de Lockjaw et Perfidia d'il y a 16 ans. Ils décident donc de se débarrasser des deux en envoyant un de leurs membres à leur trousse. Contre toute attente, Lockjaw retrouve Willa au couvent et pratique un test ADN sur cette dernière. Et il découvre que c'est bel et bien sa fille biologique. Et je vais m'arrêter là pour le moment. Eh ben oui, et alors on va parler de nos scènes qu'on aime bien. Ah bah je t'en prie, j'allais te lancer. Eh ben moi je trouve que cette scène elle marche très bien. La scène où il la retrouve, d'abord dans la mise en scène, ce qui a vraiment un plan zénital où ils sont dans une espèce de... c'est un couvent, donc ils sont dans une église, une chapelle, ouais, bien sûr. Et vraiment il est assis à un bout de la chapelle, elle rentre dans l'autre et elle traverse toute la pièce. Et il y a ce moment où elle comprend quand même assez vite de quoi il en retourne. Et il lui dit, si en gros les traits sont alignés, donc on est de la même famille, c'est fini pour toi, si c'est pas le cas, je te laisse partir. Sachant qu'on se doute qu'il la laissera jamais partir. Mais il a pas l'air très coopératif là-dessus, c'est sûr. Mais moi je trouve que cette scène elle marche bien parce que son personnage, pour le coup, il est un peu intéressant à lui parce qu'il a vraiment un côté où il est vraiment horrible dans ce film. Mais en même temps, tu sens que d'un seul coup il la voit comme sa fille, donc il
il change un tout petit peu sa manière d'être, je trouve, et il le dit un peu plus loin. C'est subtil dans le jeu de Sean Penn. C'est subtil, mais il le confirme quand un petit peu plus tard, il va confier la fille à Vanity Q. Voilà, à Vanity Q, et il lui dit à la fille, si t'avais été poli, on aurait pu faire connaissance. Ouais, et je trouve que c'est intéressant parce qu'il a quand même cette espèce de mini-humanité à ce moment-là. Je mets des vraiment gros guillemets. Absolument. Mais parce qu'en fait, il revoit dans cette gamine sa mère dont il a été quand même... par laquelle il a été attiré, on va dire. Est-ce qu'il a été amoureux? Le mot me paraît excessif, mais en tout cas, il a été très attiré par cette personne. Donc moi, j'aime beaucoup cette scène. Et après, j'en ai quand même une autre que je trouve plutôt réussie. C'est tout le segment où il s'enfuit avec le prof de karaté. Je trouve que c'est pas mal la manière dont c'est fait, parce que le personnage de Benicio del Toro, il est assez drôle. Il est vraiment en décalage parce que lui, il est très calme, il a l'air extrêmement serein. On sent en fait qu'il a l'habitude d'exfiltrer les clandestins qui cachent, qu'il y a un côté t'inquiète, je gère. Et donc, on a d'un côté DiCaprio qui est complètement à côté de la plaque, en roue libre, et lui, c'est un peu le point de repère. Et toute cette séquence où il s'enfuit, ensuite il va le chercher pour le faire sortir de l'hôpital, je trouve que c'est plutôt bien foutu. J'ai vraiment bien aimé ce segment-là. Et je trouve que la scène de la course-poursuite, qui est quand même assez longue en vrai, parce que c'est pas une course-poursuite au sens où juste des voitures se courent après, enfin se roulent les unes derrière les autres, ou des gens se courent après. Tu parles de la course-poursuite finale? Non, je parle vraiment de la poursuite avec Benicio del Toro. J'aime bien cette séquence parce que je trouve que justement elle a plusieurs tempos. Ça commence, il arrive comme un malade dans le truc, puis après il se calme, puis après il prend le temps de téléphoner, ça dure 1000 ans le coup de téléphone, donc tu dis mais putain les mecs, faut se barrer. Enfin, il y a un peu un truc de, on est un peu dans l'urgence, mais les personnages ils sont dans un autre tempo que l'urgence dans laquelle ils devraient être, et je trouve que ce décalage il marche plutôt bien, et moi j'ai vraiment bien aimé ce segment. Et toi, du coup moi, c'est la scène de la chapelle, hein, vraiment, que je trouve qui fonctionne. En fait, même plus globalement, toutes les scènes de Willa. En fait, moi, j'ai découvert cette actrice-là, et comme beaucoup, je pense, et j'ai adoré comment elle jouait. J'ai adoré la force qu'elle amenait à une fille de 16 ans, fille de deux gros révolutionnaires et compagnie. Et en même temps, cette naïveté un peu qu'elle a, et qui va quand même complètement se transformer à la fin du film. J'ai vraiment aimé ça. Et puis ouais, la scène de la chapelle avec Sean Penn, ça fonctionne terriblement bien. La mise en scène est incroyable, les plans sont propres de A à Z. C'est le tournant du film, hein. C'est pour ça que je me suis arrêté à ce moment-là dans le résumé. Donc voilà, après oui, effectivement, tout le segment avec Benicio del Toro fonctionne. Mais ça m'a pas secoué, quoi. Ça m'a pas. Je vais être honnête, Leonardo DiCaprio m'a gonflé, en fait. Tout le film, son personnage m'a saoulé. J'étais en mode putain, mais quelle merde. Vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Ouais, non, il fait pas forcément des choses logiques dans le film. Il est trop passif, en fait. Il y a aucun moment où il est actif. Et en fait, je trouve que c'est pas intéressant de suivre un personnage comme ça. C'est intéressant de suivre un personnage qui est passif, qui va retrouver un peu la force. Et c'est un peu ce qu'il fait, mais toujours en restant une loque. En fait, il est toujours dans la réaction. Ouais, il est jamais à l'initiative. Ça m'énerve un peu, je vais être honnête. Non, mais je comprends. Donc du coup, voilà, j'ai pas trop de ça. Sinon, non, si, l'autre moment que j'ai vraiment adoré, et là, c'est purement mise en scène, c'est la course-poursuite finale, pour le coup. Oui, ça, sur laquelle je vais avoir l'occasion de revenir juste après, mais qui est vraiment, qui est pour moi, qui est le meilleur moment du film pour moi. Juste peut-être un petit truc, parce que tu as parlé du personnage de... J'ai perdu son prénom. La fille Willa. De Willa, pardon. Et il y a quand même un truc qui est intéressant, parce qu'effectivement tu dis elle a un côté naïf au début, c'est vrai, parce qu'en fait pendant tout le film on lui fait croire que sa mère a été une héroïne. Elle ne sait pas que sa mère a balancé tout le monde, et vrai. À partir du moment où elle le sait, donc elle le sait au couvent peu avant de se faire arrêter, et c'est vrai que là son personnage il twist, parce que d'un seul coup la mère qu'elle n'a jamais connue est complètement détruite. Mais c'est ça, donc cette figure héroïque disparaît, et du coup il y a un peu, moi je le lis comme ça un petit peu, en tout cas ce sentiment de moi il faut que je sois à la hauteur de ce qu'elle n'a pas été, et donc là où jusqu'à maintenant le combat qu'a mené sa mère et son père, elle le savait, mais on la sentait pas forcément hyper investie par ce truc. Elle hésite d'ailleurs au début à suivre la nana qui vient la chercher pendant quelques secondes, puis quand elle arrive là-bas on sent qu'elle est pas spécialement enjaillée par l'idée de rejoindre ce mouvement, mais à partir du moment où elle sait que sa mère a trahi, il y a un peu ce truc de moi je vais vous montrer que je vais pas trahir et que je vais être à la hauteur du truc, et la fin va nous le confirmer. Et je trouve que t'as raison, elle joue extrêmement bien, cette comédienne, et elle retranscrit bien ce truc là, parce qu'on la voit vraiment que dans la moitié du film, ce personnage, premier segment elle est pas là, et elle prend beaucoup de place en finalement assez peu de scènes
Oui, cumuler c'est pour tant ça d'écrans. c'est pour ça qu'elle m'a vraiment marqué, c'est parce Mais t'as raison. qu'elle arrive à faire exister son personnage et à prendre le pas sur les autres, quoi. Pour moi, elle est au même niveau que Sean Penn, et la preuve en est avec cette scène où les deux sont face à face, etc. Et où, tu vois, même après, quand elle se fait emmener, elle est pas dans l'inaction, quoi. Elle essaye de s'enfuir, elle essaye de ci, de ça. Enfin bref, on va y revenir maintenant de toute façon. Eh bien justement, comment ça se termine? Alors attends, parce que là du coup c'était très compliqué de couper pour dire, là ça se termine comme ça. Donc là on va revenir, on va reprendre un peu le temps pour faire le dernier acte en fait du film. Suite à la découverte ADN, Lockjaw il décide de confier Willa à Avanti Q, tu l'as dit, pour qu'il la tue. Mais celui-ci, malgré le fait que ce soit un chasseur de primes, n'est pas d'accord, il fait pas les femmes et les enfants, surtout les enfants. Et du coup, il va quand même accepter, malgré tout, de la confier à d'autres chasseurs qui seront, eux, beaucoup moins regardants. Mais juste avant ça, on a Bob qui a réussi à arriver au couvent et qui attaque Lockjaw à distance, mais qui n'arrive pas à lui tirer dessus, et qui se retrouve donc sous le feu des ennemis pendant que Lockjaw, lui, va retrouver Avanti Q pour lui confier Willa. Tu voulais... Non, c'est tout bon. à fait. Et excusez-moi. Et donc arrivé trop tard et n'ayant pas assisté au passage de relais entre Lockjaw et Avanti Q, Bob suit la voiture de Lockjaw. Mais en même temps, le membre du KKK du film double Bob et tire sur le véhicule de Lockjaw, lui faisant avoir un accident. Il retourne sur ses pas pour traquer Willa et finir le travail quand il voit finalement qu'elle n'était pas dans la voiture avec Lockjaw. Bob, de son côté... C'est un peu... Prenez des notes à la maison. Voilà. Bob, de son côté, lui, recroise en sens inverse la voiture de l'assaillant, mais il ne sait pas que c'est l'assaillant, et arrive sur le lieu de l'accident. Et il se rend compte de la même chose que l'assaillant, que Willa n'est pas là. Du coup, il fait également demi-tour. De son côté, Willa, justement, elle est amenée au camp des hommes de main, mais contre toute attente, Avanti Q décide de la libérer et de tuer tous les autres hommes de main, permettant ainsi à Willa de s'échapper. Et il se fait tuer aussi au passage. Et il se fait tuer au passage. On le voit pas, mais il se fait tuer au passage, absolument. Enfin, on le comprend plus tard. On le voit parce que quand elle rentre pour se libérer, parce que ah oui, elle lui prend les clés sur son corps. Clés, exact, oui, c'est vrai, tu as raison. Autant pour moi. Du coup, donc Willa s'enfuit, mais elle est vite suivie par l'homme de main du club des aventuriers de Noël, qui est lui-même suivi par Bob. Finalement, Willa arrive à utiliser la route pour accidenter son poursuivant et le tuer. Bob la retrouve et tous deux s'enfuient pendant que Lockjaw marche seul, complètement en sang, dans le désert. Avant de dire comment le film se termine, je vais juste relancer un peu le côté scène préférée, scène marquante, parce que voilà, toute cette course-poursuite à 3 voitures, en fait, elle est filmée d'une manière absolument dingue. C'est-à-dire qu'ils sont sur des routes très vallonneuses, je sais pas si on peut dire ça comme ça, vallonnées, c'est mieux. Vallonneuse, veineuse, je sais pas trop comment on peut dire. Vallonné, c'est bien. Vallonné, c'est plus français, on est d'accord. C'est bien, hein, c'est français. Du coup, allons-y. Pardon. Donc, sur des routes, Guillaume. Vallonné. Absolument. Et en fait, c'est filmé, la caméra, elle est devant les véhicules, en fait. Donc, elle est ras du sol. Elle est vraiment ras du sol. Et du coup, comment dire, quand en fait, la voiture de devant, on va dire ça, la voiture de Willa, elle arrive en haut d'une petite côte. Et dans son rétroviseur, il y a toujours un plan qui montre que 3-4 côtes plus loin, il y a la deuxième voiture. Et ça va faire pareil avec la deuxième voiture et la voiture de Bob. Et en fait, tout le long, c'est ça. Et donc, du coup, c'est un peu montagne russe. C'est-à-dire que tu as la caméra qui suit vraiment le cours de la route. Ouais, puis ce qui est bien fait, c'est qu'il y a des moments où les véhicules disparaissent de ton champ de vision, et quand ils réapparaissent, c'est très difficile d'évaluer la distance. Absolument. Il y a vraiment un jeu qui est fait à la fois sur cette espèce de logique de vallon, mais il y a aussi un jeu qui est fait sur les focales. Vraiment, tu sens que selon les plans, quand tu es devant la voiture ou quand tu as des filmés par devant où tu vois plusieurs voitures dans le champ, tu vois que les focales qu'ils ont utilisées, parfois elles sont faites pour écraser. Tu as l'impression que les voitures sont hyper proches. Et après, on te fait un plan zénital, tu te rends compte qu'en fait, elles sont. Il y a quasiment 1 kilomètre entre les deux parce que c'est sur des très longues étendues. Bien sûr. Et je te rejoins, c'est génialement fait. Et vraiment, c'est super bien fait. Et ça joue là-dessus. Puis ça joue aussi, du coup, en termes de mise en scène plus classique. Avec ce jeu des focales, ça joue sur les hors-champs internes. C'est-à-dire que chaque côte va prendre à un moment donné quasiment tout l'écran et tu sais pas ce qu'il va y avoir derrière. Exactement. Donc du coup, tu vas le découvrir en même temps que le personnage. Donc du coup, c'est super intéressant comme façon de faire. Et donc c'est ça aussi la scène que je retiens parce que je trouve que visuellement, c'est celle qui fonctionne le mieux de tout le film. On est totalement d'accord, c'est la meilleure scène du film. Voilà. Donc le film
après qu'il se soit retrouvé donc, et que Lockjaw marche seul dans le désert parce qu'il n'était pas mort, le film se termine avec Lockjaw justement qui rentre finalement dans le clan des aventuriers de Noël. Du moins c'est ce qu'il croit puisque ces derniers l'éliminent finalement, pendant que de leur côté Bob et Willa renouent et font évoluer leur relation père-fille. Bob donne ainsi une lettre de Perfidia à sa fille qu'il a reçue durant l'exil. Enfin, on comprend qu'elle n'est pas morte et qu'elle est toujours en exil à Mexico et qu'elle avait envoyé une lettre à sa fille, et cette dernière du coup redécouvre en fait sa mère et lui fait retrouver la place qu'elle avait de cette mère qu'elle n'a jamais connue, qui avait été détruite comme disait Guillaume il y a quelques minutes. Cette dernière, Willa, part en manifestation car elle a repris quand même le combat de ses parents, et c'est la fin d'une bataille après l'autre. Et pour moi c'était une ligne après l'autre, j'en peux plus. Non, pour le coup, moi je trouve qu'il y a deux choses vraiment bien sur la fin, donc la scène dont tu as parlé, mais il y a deux autres trucs moi que je veux relever. D'abord, je trouve que la mort de Lockjaw à la fin elle est géniale. Je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il faut comprendre qu'après l'accident, donc on pense vraiment qu'il est mort au départ parce qu'il lui tire en pleine gueule. Donc surtout quand on le voit marcher dans les airs, il a la gueule complètement rouge de sang. Exactement, on distingue plus un œil quoi. Et on le revoit et finalement il a eu de la chirurgie, il a une dent qui est visible en permanence, il a, me semble-t-il, un œil crevé. Enfin en tout cas un œil vitreux. Il a un œil vitreux bien sûr, ouais, il est complètement défiguré. Ouais. Et donc il est persuadé, parce qu'il l'interroge à nouveau pour savoir si oui ou non il a eu un rapport avec une personne racisée, et il finit par admettre qu'il a été violé. Il raconte une espèce de mensonge terrible, et les mecs lui font croire qu'ils sont ok, ils l'installent dans un bureau, et en fait il ferme le bureau et il l'asphyxie, et je trouve que c'est vraiment bien. Et en plus à la fin tu vois il le jette dans un incinérateur vraiment comme une merde. Enfin le gars disparaît. Ils lui font une Dexter Blood, New Blood. Mais c'est totalement ça, et vraiment il se fait il disparaît littéralement. Et ça c'est un truc que je trouvais très bien. Mais moi il y a un truc vraiment qui m'est resté en tête pendant toute la deuxième partie du film, c'est est-ce qu'on allait revoir Perfidia. Et je trouve que franchement le film il ose ne pas la montrer, parce qu'en vrai la tentation était grande de te dire bon bah à la fin ils vont la retrouver, enfin il va y avoir une réunion, en gros la fille va retrouver la mère ou le père va retrouver la mère, j'en sais rien. Et le fait qu'il l'ait pas fait, qu'il y ait juste cette petite lettre, on sait pas de quand elle date, donc en fait on sait pas si elle est vivante, parce que s'il faut la lettre elle a 10 ans, donc entre temps elle a disparu. Je trouve que c'est bien. Ça m'a un peu frustré en tant que spectateur, parce que t'as quand même toujours ce truc de t'as envie de savoir, mais en même temps je trouve que c'est bien de l'avoir fait. Je trouve que c'est mieux. Moi aussi, je trouve, qu'on s'entende bien. Je trouve que c'est très bien. Mais t'as le côté où, quand t'as un peu d'empathie pour le personnage et notamment de la fille, t'as envie qu'elle retrouve sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mais pas du tout, mec. Ah bah moi, ça m'est pas du tout venu. Moi, j'ai eu ce truc-là. Mais je répète, je trouve ça vraiment bien qu'il le fasse pas, et que du coup, on ne sache pas ce qui se passe. Et ça, pour moi, il y a un petit parallèle avec un reproche qu'on fait souvent dans les films, et notamment les grosses prods de on n'ose pas tuer les personnages principaux. Bah là, on la fait pas revenir et on laisse planer le doute, et je trouve ça bien. Et je voulais souligner ce truc-là, parce que c'est pas si commun, et notamment dans les prods américaines, que on laisse un peu en suspens. On sait pas de quand date la lettre, on sait pas réellement ce qu'elle est devenue, si ce n'est que elle a réussi à reprendre contact. Ça peut aussi sous-entendre que lui, il a eu d'autres contacts avec elle, on n'en sait rien. Mais je trouve ça... moi, j'ai vraiment aimé ce choix-là scénaristique. Bah écoute, je te rejoins sur la mort de Lockjaw, moi, que je trouve vraiment très très bien. Après, effectivement, j'ai pas du tout vu le truc comme ça. Moi, en ce qui concerne Perfidia, j'avais pas du tout envie qu'elle revienne spécialement. Ça m'est même vraiment pas venu en tête qu'elle pouvait revenir. Je l'avais un peu oublié, justement, parce que sa fille est 1000 fois plus intéressante, je trouve, parce qu'elle n'est pas extrême, elle n'est pas elle n'a pas une pensée unilatérale, contrairement au personnage de Perfidia, qui est un personnage intéressant en soi, attention, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est pas ce que je veux dire, pardon, mais du coup... c'est vrai que ça m'était pas venu en tête, donc écoute, why not, hein. Mais oui, c'est vrai que c'est assez bien, c'est pas si commun qu'on retrouve pas un personnage qu'on a vu au début du film dans ce genre de narration. Donc, ouais, totalement. Donc du coup, non, ça pour le coup, la fin est très bien réussie, puisqu'en plus c'est la fin du film, donc c'est trop bien. Mais là j'exagère. Mais la fin du film est très très réussie pour le coup, je ne peux que le dire.
Mais pour moi, il y a quand même des problèmes de rythme. Mais bon, j'en ai déjà un peu parlé. Non, mais je te rejoins, le film est quand même assez long. Il y a des segments qui sont trop longs, il y a des trucs qui sont pas forcément très utiles. À partir du moment où ils ont leur enfant, il y a pas mal de scènes où on le voit lui s'occuper du gamin. Bon, ça raconte pas grand chose. Il y a les scènes où on le voit chez lui rien faire 16 ans après, ça raconte pas grand chose. Il y a vraiment des trucs qui sont pas. Toute la scène où il fait la morale au gamin qui l'emmène au bal du lycée là. T'es en mode, mais ça n'a rien à faire là, ça n'apporte rien. Moi, je pensais à cette scène-là en termes de scène qui ne sert à rien. Moi, celle-là, c'était celle-là. On est bien d'accord. Le truc du portable, oui, parce qu'il lui empêche d'avoir un portable. Alors, finalement, elle en a un. Et genre, dans quel monde tous les gamins mentent à l'armée, tu vois? Genre, tu te dis, mais jamais ils mentent, les gosses. Enfin, ils sont terrorisés et ils font les mecs en plus. Et, le seul qui ne ment pas en plus, c'est celui qu'on met en avant. Non, mais c'est ça. Donc oui, je suis d'accord. Il y a des trucs qui sont pas forcément inutiles, mais moi, pour le coup, j'ai passé un bon moment et je pense que c'est un film qui mérite d'être vu, mais qui n'aurait peut-être pas mérité autant de récompenses. Je pense que, encore une fois, j'ai pas vu Sinners. Pour le coup, tu vois, il a eu le meilleur casting. Moi, pour rebondir un peu sur la question que tu me posais tout à l'heure, vu que j'ai vu Sinners, pour moi, Sinners aurait dû avoir le meilleur casting. Il y avait aucun sens. En plus, dans Sinners, il y a un acteur que j'adore et que tu détestes, donc vraiment. C'est-à-dire si je te dis Skins saison 3. Ah non, pas lui. Ah, j'adore cet acteur. On coupe cet épisode. On adore Jake O'Connell ici. Donc voilà, donc non, oui, je sais pas à quel point il mérite pas toutes les récompenses qu'il a eues, mais je trouve effectivement qu'il y a certaines récompenses qui n'auraient pas dû lui être attribuées. Disons qu'il y a d'autres films qu'on aurait mérité et qu'il en a pris beaucoup à certains films qu'on aurait mérité au moins autant que lui. Oui, voilà, c'est ça qui me saute aux yeux. Maintenant, écoute, c'est comme ça, on va pas refaire les Oscars. Ah mais non, c'est le jeu. Mais voilà, mais le film, voilà, oui, je sais pas à quel point il mérite d'être vu parce que moi je trouve que vraiment il y a trop de choses qui ne vont pas. Il y a le film a un peu le cul entre deux chaises dans ce qu'il raconte, je trouve. Donc voilà quoi, mais écoutez, voyez-le, c'est toujours intéressant de voir un film, même si vous n'êtes pas enjoué par tout le truc. Donc voilà. Ce que vous en avez pensé. Puis là, c'est vraiment pas un film en mode je vais détester de A à Z, hein, c'est pas le cas. Donc, non, clairement. Ça peut être intéressant de le voir. Ce serait intéressant d'avoir des avis, en fait. Oui, bien sûr. Moi, n'hésitez pas, dans mon entourage, j'ai très peu de gens qui l'ont vu, donc je sais pas ce qu'on en pensait, à part toi, du coup, maintenant, mais je serais curieux de voir. Non, mais tu l'as dit aussi, il a pas non plus fait des scores de dingue en France. Alors en France, je sais pas, je te fais vraiment le global à chaque fois en termes de box-office, mais en termes d'entrée en France, je sais pas ce que ça a donné. C'est pas, il a marchouillé quoi. C'est pas, il a pas fait 10 millions d'entrées quoi. C'est pas Oppenheimer, il a pas eu l'impact que peuvent avoir certains films. Et pourtant il y a DiCaprio, on l'a dit, mais voilà. Après, c'est vrai que le marketing du film et notamment les bandes annonces laissaient pas forcément présager ça. Et je trouve que c'est un film qui est quand même, c'est pas très simple à vendre ce genre de film à mon avis, et à attirer le public autour parce que c'est un film qui est difficile à classer. Ouais, c'est vrai. Et ben tu vois, en termes d'entrée, là, je regarde le truc, je viens de trouver ça sur Allociné. Au cumul, à la semaine du 18 au 25 mars, parce qu'il est ressorti, 2026, il est à 1 519 780 entrées. Le film est sorti en septembre 2025. Et donc il est ressorti. Ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais c'est pas non plus la folie, moi, je trouve. Non, mais en même temps, au cinéma en France, ça fait un moment qu'on fait plus 10 millions. Hein. Enfin, qu'il n'y a pas grand chose qui fait 10 millions. Quoi. Non, déplaise au Marsupilami, mon ami. C'est vrai. Il a peut-être pas fait 10 millions, mais je crois qu'il a fait au moins 5. Non, mais en tout cas, le cinéma, même le cinéma américain a du mal à faire des énormes cartons. Après, tu l'as dit, le film, c'est pas un film américain qui donnait spécialement plus envie que ça. Enfin bref, c'est la fin non pas pour nous mais pour cet épisode. Donc écoutez, abonnez-vous, partagez, likez, faire tout ça, représente les frérots. Le sang, vous n'êtes pas prêts pour la prochaine. J'essaye d'utiliser le langage de jeunes. Un tout petit truc, 30 secondes, mais le dernier épisode qu'on a publié avant celui-ci, si vous l'avez écouté, je suis sûr que vous n'avez pas écouté jusqu'à la fin, mais il faut que vous écoutiez la scène post-générique. Voilà, comme ça des gens l'entendront et faites des clips de ce truc, vraiment, c'est mon rêve. C'est terrifiant. Ne l'écoutez pas et écoutez nos épisodes. Allez, on vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine, puisqu'il y aura un épisode cette fois. Allez, à la semaine prochaine, salut. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi! À la boulette. Je vous emmerde! Je rentre à mon maison! D'accord, faisons comme ça.